Alors, cette réunion est enregistrée. Donc, on a enregistré. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, Léa, je pense que certains la connaissent déjà. Léa, elle habite à Paris. J'ai la chance de la connaître depuis 28 ans, à peu près, quelque chose comme ça. Et une des grandes qualités de Léa que j'ai toujours beaucoup appréciée, c'est son très grand pragmatisme et sa capacité à équilibrer la vie spirituelle et la vie de la société dans laquelle elle est. Je pense que c'est vraiment sa spécialité de garder les pieds bien enracinés et la tête bien connectée là-haut. Donc ça, si tu as une des spécialités, je dirais que c'est vraiment ta spécialité numéro un. Léa, elle a fait quand j'étais en France, alors après j'ai perdu un petit peu trace de ton parcours, mais quand j'étais en France, tu étais très impliquée dans tout ce qui était Living Values. Oui, Je sais que tu as écrit un livre sur l'optimisme qui est d'ailleurs disponible sur Amazon. Je ne sais pas s'il y est toujours. il y est toujours. À l'époque, moi, je l'avais acheté sur Amazon. D'accord. Voilà, ben, écoute, tu vas nous donner une conférence sur un sujet qui plaît apparemment beaucoup parce que j'ai reçu plusieurs messages aujourd'hui pour me dire ben, je vais le regarder en replay. Donc ça, c'est bon signe. Voilà, ben, écoute, je te laisse la parole et puis comme on fait pour le samedi matin, s'il y en a qui ont des questions, ben, soit ça sera dans le chat soit chacun ouvrira sa caméra, ce sera un peu au feeling. Ok. Bah, merci de Bonne, cette conf- présentation. bonne soirée. Et bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués personnellement. Ça fait plaisir de voir la Suisse de chez moi. Alors effectivement, le pragmatisme, eh bien, pourquoi ce sujet m'intéresse, c'est que on nous demande de faire du service par l'esprit, on nous demande de servir la matière. Vous m'entendez assez à ce moment-là? Oui. On nous demande de servir la matière, mais comme je suis très très curieuse, je voulais savoir comment ça fonctionne. Ça me semblait très mystérieux. Je comprends bien que l'esprit et le corps, pour ne parler que d'eux, sont en lien, que ça fonctionne ensemble. Ok, mais comment? Voilà, donc j'ai recherché pas mal de choses, je me suis un peu formée, un peu à la sauvage. Et voilà, j'ai compris quelque chose qui m'a étonnée parce que même si on entend des théories, on ne réalise pas toujours l'implication des choses. Donc, en fait, la matière que l'on voit solide, fixe, comme cet ordinateur, la table sur laquelle c'est posé, c'est carré, c'est stable, ça ne bouge pas, je le retrouverai dans une semaine ou dans 2 ans, si la technique fonctionne. Mais normalement, ça ne bouge pas. Et donc, si on voit ça comme ça, comment on fait pour servir la matière? Vous me direz, servir une table, ce n'est pas intéressant, mais voilà. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que, comme le disait Einstein, tout est vibration dans la matière. La matière n'est que vibration. La vibration, ça veut dire que la matière n'est pas un solide existant de toute éternité, ce sont des molécules et des vibrations. C'est en fait de l'énergie et de l'information. Et l'énergie vibre à certaines fréquences et à certaines vitesses. Et on l'exprime en Hertz, qui est en fait le nombre d'oscillations par unité de temps. Donc tout vibre. Et si dans un bloc de marbre, si je ne vois pas un bloc de marbre bouger, c'est simplement que ça n'est pas, la vibration du marbre étant très basse, elle n'est pas accessible à la perception humaine. Donc je ne m'aperçois pas que ça bouge. Et je me dis, bah alors là, comment on fait pour pénétrer, pour servir, peut-être pas le bloc de marbre, mais l'arbre? Comment on fait pour… En réalité, tout vibre. Les liquides, les solides, les gaz, tout vibre. Le corps humain aussi. Et la perception, en fait, en revanche, de l'être humain est limitée à certaines fréquences. Alors, vous êtes certainement familier, surtout pour ceux qui font de la peinture, avec la gamme des couleurs. Et vous savez qu'on ne perçoit pas les infrarouges, et on ne perçoit pas non plus les ultraviolets. On ne perçoit que la gamme entre les deux. Donc, on ne perçoit pas les extrêmes. Et c'est la même chose pour les vibrations de la matière et pour les sons. Il y a des sons que l'on n'entend pas, des sons très bas et des sons très hauts, on ne les entend pas. Pourtant, ils existent.
Donc, ce fait des vibrations, ça veut dire que tout est en mouvement toujours, toujours en mouvement, tout est en mouvement. Dans notre corps, tout est en mouvement. Le son, là quand je vous parle, le son c'est une vibration de l'air. Et cette vibration de l'air exerce une sorte de pression acoustique qui va frapper les tympans et les vôtres. C'est comme ça qu'on entend. Mais ce n'est pas au premier chef les tympans qu'on branche, on a pas mal d'écouter un son. C'est toutes les vibrations qui se produisent dans la matière et dans la nature. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, bien sûr, chaque objet de la nature, objet entre guillemets, reçoit les vibrations de tous les autres objets entre guillemets. Quand le vent souffle, les feuilles de l'arbre vont s'incliner, vont s'agiter. Parce que cette vibration produit un mouvement qui agite les feuilles. Mais on pourrait dire aussi du caillou que lui aussi, quelque part, est atteint par les vibrations. Ça met juste un peu plus longtemps pour produire des effets. Donc, les vibrations d'un objet entraînent des vibrations sur l'autre objet, et il y a aussi un retour, c'est-à-dire ça se répercute, ça fait une résonance en réalité. Et ça veut dire aussi que tout ce que l'on envoie comme vibration entre en résonance avec quelque chose d'autre qui a les mêmes vibrations à l'extérieur. On va détailler plus avant ce qui se passe chez l'homme. Mais en tout cas, dans la matière, c'est la loi des vibrations qui est importante. Alors, on parle souvent de la loi d'attraction, mais la loi d'attraction, c'est juste un effet de la loi de vibration, en fait. Que chaque objet est animé d'une vibration et d'un mouvement. Alors, il y a une chose que j'aurais envie de vous faire faire. Je ne sais pas, est-ce que vous auriez une fleur ou une plante à côté de vous? Je m'ai dit que vous le demandez avant. Mais... Ou même à la limite un objet, un caillou peut-être, un beau caillou que vous aimez. Ou... Un stylo, c'est un peu trop neutre, mais je vois tout lequel tu cherches. Mais si vous ne trouvez pas, on va trouver autre chose. Waouh, superbe fleur. Eh bien voilà, il y a la fleur. Oh, on ne peut peut-être pas sentir. Voilà, bon, pour ceux qui ont trouvé une fleur ou un objet, je vais vous demander de regarder cette fleur qui, en fait, est animée de... Elle émane une lumière. Parce qu'en même temps, toutes les vibrations, mais il y a aussi des photons de lumière qui interviennent pour nous faire voir des choses. Donc voilà, bravo. Je vous laisse aller chercher les objets. Lucas, tu as quelque chose? Une pierre, ok. Donc je vais vous demander de regarder cet objet, la pierre ou la fleur, et de vous dire que ce n'est pas un... Waouh, les belles tulipes. Je ne vois pas ce qu'il y a, la petite fleur là-haut, là. Oui, d'accord. Donc, cette fleur ou cet objet, ce n'est pas juste un objet brut et inanimé, c'est un objet qui comporte une lumière intérieure. Et je vais vous demander de vous brancher sur, quelque part, la lumière de l'univers, l'étendue de l'univers. Quelquefois, on est très fixé sur l'âme, la méditation, la concentration. Mais là, c'est intéressant d'élargir notre horizon et de se dire que l'univers, c'est une continuité d'espace, d'air, de vibrations, etc. Donc, en esprit, on va se brancher sur cette étendue immense de l'univers. On fait silence et voilà, il y a déjà les plantes qui sont prêtes. Et ensuite, on va simplement regarder cet objet ou cette plante, mais vraiment la regarder en silence, comme si elle avait quelque chose à nous dire. Et voir, sentir que cet objet émane une lumière qui se diffuse. Et c'est très silencieux, c'est très ténu, mais c'est comme si l'objet ou la fleur avait une sorte de personnalité qu'elle émanait. Et donc, nous nous branchons dessus et nous essayons de ressentir les vibrations très discrètes, très subtiles de cette plante, de cet objet. En toute humilité et en tout silence.
Et peut-être que cette plante, cet objet a quelque chose à nous dire au sens où on va recevoir sa vibration, on va l'accueillir. Est-ce que vous sentez quelque chose? Patricia, tu sens quelque chose dans tes tulipes? Oui. Lucas, ta Pierre? Les tulipes, elles ont une légère odeur très, très fine comme ça. Et chaque fois que je passe à côté, c'est vrai que je tourne la tête, qu'elles sont là. Et elles sont présentes, quoi, par cette très, très fine odeur. Princesse, ta petite fleur, là, que je ne distingue pas vraiment, mais j'entends pas, ton micro n'est pas branché, Princesse. Non, justement, voilà, c'est branché maintenant. Oui, alors c'est une petite gerbe de lavande desséchée et d'une autre fleur desséchée. Alors c'est vrai, c'est une quiétude, une ambiance, une vibration très paisible qui émane de ce petit bouquet. D'accord, ok. Et Lucas, ta Pierre, elle t'a dit quelque chose? Non? Oui. Quelque part, elle est tellement discrète, je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Elle est ronde, elle est polie. Et elle me disait, tu vois, je suis à la merci de tout le monde. On peut me ramasser, on peut me laisser là, on peut me piétiner. Et elle m'inspire l'humilité, quelque part. C'est un peu comme si elle m'inspirait à moi-même à devenir humble aussi et d'être simplement là où on est, puis c'est tout. C'est ça. Ok. Gérard, tes plantes t'ont dit quelque chose? Elles ont beaucoup de lumière, hein? Oui. Ouais. Non, je l'aime beaucoup, mais je pense que je suis encore un peu sourd. Oui. Je trouve ça intéressant parce que vous avez certainement en Suisse de grands paysages à portée de main, des montagnes, des forêts. En ville, chez nous, enfin, en tous les cas à Paris, c'est un peu plus rare. Mais souvent, on est sensible à la vibration d'une forêt, d'un paysage. C'est un grand paysage. Mais la subtilité de chaque chose en particulier, c'est pas inintéressant d'apprendre à l'écouter parce que pour donner quelque part, il faut savoir recevoir aussi. Donc, plus je sais recevoir les vibrations des objets qui m'entourent ou des personnes, plus je saurai d'abord être conscient que tout est vibration, déjà, que tout a une présence. Et donc, ça m'incite au respect et ça m'incite aussi à faire attention à ce qui émane de moi et à vivre avec et pas contre ou malgré ou en ignorant totalement ce qui m'entoure. Bon, c'est une expérience que personnellement j'aime beaucoup parce que ça, il y a cette focalisation que l'on a généralement, mais là, ça permet aussi d'élargir son cadre d'attention, de devenir beaucoup moins focalisé, mais beaucoup plus concentré. Je ne sais pas si vous voyez, dans la réception très fine, on est là, tout ouvert, les écoutilles ouvertes, et on écoute ce que nous dit la nature et les objets. Voilà, c'était juste un exercice. En fait, la matière, nous dit la physique quantique, et nous disent aussi les bouddhistes et les philosophies traditionnelles de l'Inde, la matière est une illusion, la matière n'existerait pas, la matière n'est que information et énergie, et c'est nous
qui créons la réalité, c'est nous qui créons la matière. Alors, bon, comme je ne suis pas physicienne, je n'affirme pas ça, mais là-dedans, il y a une affirmation intéressante qui est que tout est relatif et tout est changement, tout est vibratoire et tout est changement. Donc, tout ce qui m'entoure, même si ça a l'air fixe, solide et résistant, au fin fond, ça ne l'est pas en réalité. Et je peux avoir une action dessus. OK. Après, si on regarde du côté de l'homme, eh bien, l'homme, bien sûr, reçoit aussi les vibrations qui nous entourent, et c'était le but de l'exercice. Mais alors, pour l'homme, la vibration, elle va émaner, en tout premier lieu, des pensées, bien sûr, des pensées qui sont souvent connectées avec un sentiment et une émotion, et puis aussi de nos désirs. Alors, quand on nous dit de ne pas trop avoir de désirs, c'est que tout désir, finalement, exerce une pression sur l'objet de mon désir. C'est très subtil, mais quand ça s'exerce vis-à-vis d'un autre être humain, on sent très très bien le désir que je fasse quelque chose émanant d'un autre être, on arrive à le sentir vibratoirement. Donc, ça veut dire que toutes mes pensées ont une action sur les autres êtres humains, mais aussi sur mon environnement, et aussi collectivement sur toutes les personnes qui m'entourent. On voit bien que aussi, si on émane des pensées d'envie, de ressentiment, eh bien, ça va impacter tout mon environnement social. Et plus les gens sont en colère ou plus ils ont peur, comme on a vu récemment, plus cette atmosphère de colère ou de peur s'étend à toute une collectivité. Et là, c'est pas inintéressant on le sait en théorie, tout ça on le sait, je ne vous apprends absolument rien. Mais comment ça se passe? Quel est le canal d'influence? Ça, c'est intéressant, je trouve. Donc, c'est très subtil et c'est très immédiat. Et on va voir que du coup, ça rend le service par l'esprit beaucoup plus facile aussi. Alors, c'est intéressant aussi de savoir que quand on rentre dans un lieu ou quand on se trouve en contact avec des personnes et qu'on sent un bien-être ou un mal-être instantané, eh bien, en fait, c'est une sensation que l'on qualifie de confortable, de désagréable ou d'agressif, mais c'est une sensation qui traduit en fait la perception constante d'une vibration qui vous entoure. C'est intéressant parce que là, de cette façon-là, on peut se dire, mais si je ne tolère pas une personne, par exemple, une situation, c'est pas que je la tolère pas, c'est pas que je suis coupable, que je dois la tolérer, etc., ou que l'autre est coupable de me rendre intolérant. C'est simplement que les vibrations de la personne ou du lieu ne sont pas en accord avec mes propres vibrations. Il y a un décalage. Parce qu'en fait, la loi de vibration suppose une résonance. C'est-à-dire que quand je suis dans un état d'esprit, on dirait, une vibration de joie, par exemple, je vais me trouver en résonance avec la même vibration de joie. Je vais m'assembler spontanément avec des personnes qui partagent ma joie ou mon bonheur. Et quand je vais rencontrer des éléments qui donnent du bonheur, ça va faire tilt. Je vais être en résonance automatiquement. Donc, je vais ressentir facilement la vibration que moi-même je produis, puisque moi-même je vibre et que je suis en résonance avec des objets qui ont la même fréquence vibratoire que moi. C'est OK ou c'est trop technique? C'est OK pour moi. Okay. D'accord. C'est bien. Peut-être juste pense à la fin des phrases, des fois. Je ne sais pas si c'est seulement chez moi. Non, c'est aussi. Et mange la fin. Oui, il faut que ça doit rester sur le même ton, parce qu'autrement, on ne l'entend pas. Merci. Voilà, juste la fin, à cause de la distance, je ne sais pas. OK, merci, oui. Donc, nous émanons et nous recevons des choses identiques. Ce qui est intéressant de voir aussi, qui justifie l'intérêt de la méditation, c'est que plus nous émettons des pensées d'un certain niveau vibratoire, positif ou négatif, plus il s'ancre en nous, quelque part, et il devient notre tonalité de base que les autres perçoivent. Mais à l'inverse, plus je change ma tonalité vibratoire, plus j'élève mes vibrations, plus je vais me trouver en contact et en résonance avec des êtres ou des événements ou des choses qui sont en résonance avec cette même tonalité vibratoire.
Donc, rien de ce que je fais, aucune des pensées que je n'aimais n'est neutre et n'est inutile quelque part. Mais aussi, il faut que je fasse très attention à ce que j'aimais. Et donc, certains disent que l'âme, on dirait l'âme, mais certains disent que chacun a une tonalité vibratoire particulière, un son particulier, le son de l'âme, et que plus je me connecte à ce son originel et vraiment particulier, qui m'est propre, plus je vais pouvoir m'approcher de ma perfection. C'est une autre façon de dire être conscient de l'âme. Mais si c'est une vibration intérieure, savoir qu'être conscient de l'âme, ce n'est pas juste je m'applique à me concentrer là-dessus, c'est que je me rapproche de ma vibration initiale de l'âme, et plus je m'en rapproche, plus je vis là-dedans, plus je vais me rapprocher de mon niveau de perfection, plus je vais affiner cette vibration originelle et tout à fait particulière à chacun de l'âme. Et à l'inverse, ça ne vous surprendra pas, plus je vais dans comme le disait Pascal, le philosophe Pascal, plus je vais dans les divertissements du monde, plus le bruit du monde m'éloigne de mes vibrations initiales et de mes vibrations particulières. Et donc, ce n'est pas juste que c'est mal d'aller faire des choses qui ne sont pas... sont un petit peu n'importe quoi et des autres, c'est que quelque part, ça heurte le son primordial de chacun de nous, le son spirituel. C'est un petit peu étonnant quand on réfléchit à ça, ça veut dire que rien de ce qu'on fait n'est neutre. C'est une responsabilité étonnante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en protéger? Alors, pour s'en protéger, on l'a déjà vu un petit peu, c'est veiller à ses pensées, veiller à ses sentiments, être aussi très attentif à ce que je renvoie à l'extérieur. Et donc, ce qui m'est renvoyé, c'est l'effet miroir, quelque part. Si quelqu'un m'agresse, c'est peut-être que moi, j'ai été agressif à son endroit. Peut-être. C'est des choses comme ça. Mais il y a aussi positivement des choses que l'on peut faire. Savoir ne serait-ce que ça, que dans le lieu où je vis, si je vis en pratiquant une vie de méditation très fréquente, très appuyée, eh bien, les vibrations vont se transmettre au lieu, au mur. Ça, vous le savez aussi, j'imagine. Quand on rentre dans une église, généralement, il y a un taux vibratoire très fort. Alors, j'ai une personne dans ma famille qui travaille sur ce sujet des énergies vibratoires. Une église, elle vibre à peu près, ou un lieu de prière vibre à peu près à 50 000 unités d'ovis. Et cette même personne a mesuré la fréquence vibratoire du centre Orpila, du centre parisien, et c'est la même fréquence vibratoire de 50 000 unités d'ovis. Donc, c'est très élevé. Ça veut dire que chaque fois que je médite dans cette pièce, je la renforce vibratoirement, ce qui produit pour les personnes qui rentreront dans ce centre ensuite, dans cette église, comme une couverture vibratoire, un tapis vibratoire, qui va les amener tout de suite à un certain niveau très facilement. Oui. Les églises sont bien réputées pour ça. En plus, elles sont situées sur des lieux qui sont vibratoirement, telluriquement importants, mais nous, ce n'est pas le cas dans les lieux où nous vivons. En revanche, la vibration que l'on installe dans nos murs est importante. Il va aider aussi nos voisins, va aider aussi peut-être tout le quartier aussi. À quoi faut-il faire encore attention? Eh bien, à la musique, par exemple. Il y a peut-être des musiciens parmi vous. Il n'est pas inintéressant de savoir que la musique classique et la musique baroque était accordée sur une vibration de 432 Hz. 432 Hz, c'est une vibration qui correspond à la nature, on pourrait dire aux énergies de la Terre. Et c'est une vibration qui est en accord aussi avec donc, le macrocosme de l'univers, mais le microcosme que constitue notre corps humain. Et donc, c'est quand on écoute du Mozart, par exemple, ou Bach, ou Pachelbel,
On peut ressentir un bien-être du cœur, mais aussi notre corps est en accord avec ça, on se sent bien, il y a un bien-être qui s'installe. Et en revanche, depuis l'après-guerre, on s'est mis à accorder tous les instruments de musique à la fréquence 440. Et 440, c'est une vibration qui n'est pas naturelle et qui n'est pas du tout accordée, par exemple, avec l'électro, enfin, les vibrations pas acoustiques, mais enfin, les vibrations du cœur. Donc, ce sont des vibrations déconnectées du cœur et qui ont tendance à produire des êtres qui vont être plus dans le mental, plus déconnectés de leurs émotions. Et certains prétendent que ce serait qu'on serait passé du 432 au 440 sous l'Allemagne nazie. Et que Goebbels aurait sciemment utilisé cette fréquence vibratoire pour déconnecter les gens de leur cœur, de leur être, et dissocier des vibrations, du lien avec l'univers et d'eux-mêmes. En tous les cas, tous ceux qui s'intéressent au son, aux fréquences sacrées, reconnaissent que la fréquence 432 est favorable et naturelle, mais pas la 440. Et on dit que Lénine aurait dit à ses intimes qu'il devait cesser d'écouter du Mozart, c'était en 432, parce qu'il se mettait à être tout bêta s'il avait envie de caresser la tête des gens, etc. Et ce n'était manifestement pas dans ses intentions politiques. Donc, il fallait qu'il restreigne son goût, son appétit pour Mozart. C'est intéressant. Voilà. Donc, la musique, bon, il est assez évident, a priori, qu'entre la musique de rap, le rap ou le rock électrique s'adresse au chakra aussi, le chakra du bas. La musique sacrée, elle va s'adresser plutôt au chakra coronal ou au chakra du troisième œil ou au chakra du cœur. Mais le rap et certaines musiques très, très dures comme ça s'adressent en fait au chakra racine, aux chakras intermédiaires, mais qui sont plutôt vraiment ceux de la matière. Donc, vous voyez, en fait, les fréquences de la musique, les notes de musique sont en fait accordées au chakra, à chacun des 7 chakras, et elles sont, ça fait donc do, ré, mi, fa, sol, etc. Et il faut savoir aussi que les organes, chacun des organes a une fréquence, possède sa fréquence propre. Chaque cellule a une fréquence, les fréquences du foie ont une certaine fréquence, de l'estomac, etc. Et on peut guérir aussi par les fréquences. Donc, c'est ce que faisait un peu le scientifique Lakovsky, c'est ce que font beaucoup les Russes avec les champs magnétiques pulsés. Les champs magnétiques pulsés, ce sont des impulsions qu'envoie une machine et on peut les programmer sur, par exemple, si on a mal au foie ou à l'estomac, il y a une fréquence, on programme la machine sur ce programme qui correspond à la fréquence de l'organe touché et ça rétablit la fréquence de l'organe. Donc, vous voyez que la vibration, elle a de multiples usages et qui sont utilisés assez extensivement par beaucoup de scientifiques et beaucoup de gens dans le monde. Monique, oui. La médecine chez nous, la médecine en Europe, est-ce qu'elle s'intéresse à ça ou bien est-ce que je ne crois pas. Hein? La médecine est chimique chez nous. C'est chimique. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que les Russes ont développé une vraie science de tous ces éléments de fréquence, une connaissance aussi des vibrations, des fréquences, ça me reviendra. Ils ont beaucoup travaillé sur ça, tout simplement parce qu'à l'après-guerre, ils étaient ruinés. Alors que nous, on avait utilisé beaucoup d'armes chimiques et on avait beaucoup de chimie à notre disposition en Occident et qu'on a voulu réutiliser toute notre connaissance de la chimie. Et donc, on s'est axé exclusivement sur une médecine chimique. Les Russes, n'ayant pas trop d'argent, ils se sont dit on va utiliser de la nature. Et ils ont une connaissance extrêmement affinée de ce que c'est que les ondes, la vibration, les hertz, etc. et comment l'utiliser en lien avec les vibrations du corps et de chaque organe.
Donc là, il y a beaucoup d'humilité à avoir quand on considère ce qu'ils font par rapport à notre arrogance occidentale, qui prétend tout traiter, tout guérir et tout savoir. C'est pas du tout vrai. Voilà. Que dire d'autre? Ah oui, bah bien sûr, les pensées que l'on émet, là, on se rapproche vraiment de ce que l'on fait dans notre travail de yogi. Savoir que chaque pensée, chaque vertu aussi, a une fréquence. Par exemple, l'amour, c'est la fréquence 150 Hz. C'est la plus élevée. Mais c'est l'amour, c'est la compassion, c'est aussi la générosité un peu moins, mais l'amour, la compassion, c'est très élevé. La prière, on a évalué, c'était aussi très élevé. Pourquoi? Parce que dans la prière, on s'adresse à Dieu. Donc, c'est une puissance encore, une puissance non matérielle et très, très, très raffinée et supra-humaine. Donc là, les vibrations peuvent atteindre 300 Hertz. Je ne sais pas si quand nous sommes en yoga, nous atteignons 300 Hertz, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est une vibration très élevée. La gentillesse, je ne sais pas à combien ça vibre, mais ça vibre aussi assez fort. Le pardon aussi vibre très, très élevé. D'ailleurs, dans le Mahabharata, l'un des protagonistes du Mahabharata, l'épopée indienne, dit que, je reprends la citation, dit que, voilà, par le pardon, l'univers se maintient ensemble. L'univers est maintenu ensemble par le pardon. C'est-à-dire, avec cette vibration du pardon, il n'y a pas moi, toi, il n'y a pas l'offense que tu m'as faite et moi qui suis offensée. On réalise, pardon, il y a le mot don. Je fais le don de l'offense qui m'a été faite, peu importe, je me retire de mon ego et je redonne des vibrations équilibrées, équivalentes au monde entier. Et ainsi, sans offense et sans offenser, le monde se maintient ensemble. C'est intéressant, ce n'est pas du tout gratuit. Ce n'est pas un devoir de pardonner, c'est juste une intelligence de comment ça fonctionne, la matière et l'univers, en fait. Puisque nous sommes tous interconnectés, tout est interdépendant, nous sommes reliés au monde, nous sommes reliés aux autres, nous sommes reliés à notre corps. Tout est relié, tout est interdépendant. Et donc là, notre responsabilité devient absolument immense. Mais en même temps, c'est tellement plus facile d'agir quand on nous demande que notre esprit soit de service, si je puis dire. Le service par l'esprit, le Seva Mind, c'est quoi? C'est quelque part juste émettre des pensées vibratoirement élevées, des fréquences élevées, qui vont donc changer, qui vont résonner avec des vibrations élevées qui se trouvent aussi sur la planète, mais qui vont aussi élever les vibrations des autres qui vont le recevoir. Et savoir que si je médite sur l'amour, si je médite sur la paix, si je médite sur l'harmonie, tout ce que l'on veut, il y a une fréquence vibratoire qui se répand autour de moi, qui, comme la fleur tout à l'heure, comme le caillou tout à l'heure, comme une lumière qui vibre autour de moi, qui se répand et qui se diffuse. Oui, ça me fait penser à notre responsabilité, quelque part. Ça me rend encore beaucoup plus attentif à notre propre responsabilité par rapport à avoir réellement cet amour universel dans le sens vis-à-vis de tout le monde. Et je comprends, au début, on a tous un peu probablement réagi, comme Baba disait, l'attachement, ça fait partie d'un péché. Mais c'est une réalité, c'est un désir, et le désir émet une vibration totalement différente de l'amour, quelque part, du don. Hein. Donc, il y a là vraiment une grande responsabilité que tu nous éclaires encore mieux à travers ton exposé. Ouais, c'est intéressant, je trouve. Le but aussi, c'était justement de sortir de cette notion de péché qui est très moralisante, et qui met justement une grosse responsabilité sur les épaules. C'est juste, c'est ce que mon message là, c'est de comprendre comment ça marche.
Et c'est comme si vous aurez le capot d'une voiture, moi je l'ai fait une fois, je n'ai rien compris, mais si je comprends comment ça marche, je ne vais pas m'obstiner sur la batterie en panne. Je sais comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir la batterie dans sa charge. Et donc, chaque méditation, c'est rétablir la charge de l'âme et faire en sorte qu'elle se diffuse spontanément autour. Et ça devient tellement plus facile. Par exemple, quand on nous parle de Sakash, alors, pendant longtemps, n'étant pas indienne, ne connaissant pas l'hindi et le sanskrit, je me dis, mais c'est quoi Sakash? On nous dit c'est une énergie de lumière et de puissance et de pouvoir. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'atteler là, être puissant pour envoyer de la puissance. Non, et ça, d'autres le disent, c'est tout simple, c'est s'atteler à produire du positif. Et il peut y avoir un saccage, et ça Moïni l'a dit récemment dans une classe, il peut y avoir un saccage de la gentillesse. Il peut y avoir un saccage de la générosité, un saccage de la tranquillité. Dès l'instant où on vibre vraiment, ça veut dire que c'est ce que nous faisons en méditation. Nous avons une pensée, mais nous avons aussi nous éprouvons cette pensée. Notre cœur est avec notre esprit, les deux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Quand on est en 440 Hz, on est là dans le mental, comme sont beaucoup de nos dirigeants à l'heure actuelle. Hein, et alors que quand on est dans le 432 spirituel, eh bien, il y a le cœur qui ressent, il y a la pensée. Les deux sont ensemble. Et à ce moment-là, nous vibrons naturellement cette énergie, ce saccage de la vertu que nous avons choisi d'éprouver et de diffuser. Oui, c'est infiniment plus simple comme ça. Et c'est une manière de réduire le côté devoir, le côté il faut que, le côté je ne sais pas faire, je ne suis pas un assez bon yogi, comment je peux faire, toutes les prises de tête que nous avons tous eues au début, comment on médite, qu'est-ce que c'est que le service, quelle est la différence entre une dadi et nous? C'est sans doute l'intensité vibratoire et le temps qui est passé dans cette fréquence vibratoire élevée. C'est ce qu'on les dadis, elles y passent 8 heures par jour, ou plus. Donc, elles sont installées dans cette fréquence vibratoire, qu'elles communiquent naturellement aux personnes qui viennent en contact avec elles, et elles-mêmes communiquent directement avec la fréquence la plus élevée qui est l'âme, qui est la source. Donc, c'est tout simple. Et ainsi, on peut bien comprendre le service par l'esprit. Servir la matière, ce sera pareil, c'est ne pas s'attacher ni à un être vivant, comme tu disais, Lucas, ni à des objets autour de moi, mais c'est être suffisamment détaché, libre, dans ma liberté intérieure et dans mon désir pur de servir et de hausser les vibrations de la planète. Et ça va se produire naturellement à ce moment-là, avec un peu d'attention. Alors après, chaque objet, chaque être vibre à une certaine fréquence vibratoire. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, la Terre a beaucoup augmenté en vibration, que les êtres humains aussi ont beaucoup augmenté. Et la personne dont je parlais tout à l'heure m'a dit que sa maison avait considérablement augmenté vibratoirement. Elle était à 400 000 unités bovis, c'est un truc invraisemblable. Lorsqu'elle médite, ça passe à 500 000 unités bovis, donc elle gagne 100 000 unités bovis de plus. Unité bovis, c'est quelque chose qu'on mesure sur un cadran. Enfin, c'est juste pour vous dire, une personne ordinaire peut vibrer à 12 000 unités bovis. Une personne plus spirituelle vibrera peut-être à 35 000, 50 000, 80 000. Et là, quand je vibre, personnellement, j'ai fait vibrer mon lieu de vie. Donc, sa maison est montée à 400 000. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient que lorsqu'on médite, on hausse nos vibrations. Mais si en plus, après, on reprend une vie ordinaire avec des pensées ordinaires, la vibration baisse aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de se dire, là, j'ai une super méditation, j'ai envoyé des vibrations très puissantes, je peux aller me reposer.
Oui, on peut aller se reposer, mais c'est pour ça que il y a une certaine constance qui est demandée à la méditation pour produire constamment des effets. Sinon, il y a un effet de montgolfière et puis ensuite on redescend. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'en ce moment, la Terre a beaucoup augmenté vibratoirement, donc c'est difficile de savoir exactement pourquoi, parce qu'il y a toute une série de forces à l'œuvre. Hein. Il y a les différentes planètes, il y a la Terre qui vibre, qui change aussi. Bon, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas totalement, mais on constate en tous les cas qu'il y a à la fois en ce moment des énergies très négatives, mais à la fois, il y a beaucoup d'énergies positives qui se révèlent. Il y a énormément d'êtres qui méditent maintenant, qui se rassemblent, 6 000 personnes à la fois, 10 000 personnes à la fois, qui méditent 1 heure, un quart d'heure ensemble. Et tout ça, ça fait une vibration collective qui peut contrebalancer sans doute une vibration négative pendant un certain moment, et puis qui peut-être, à la fin, vont finir par produire le basculement. C'est du moins c'est une façon peut-être de comprendre le passage d'un âge à l'autre. Voilà. Le mot que je cherchais tout à l'heure par rapport au plus, c'est qu'ils ont découvert, enfin ils ont tout au moins approfondi le fonctionnement des ondes scalaires. Il y a des ondes longitudinales, qui sont les ondes ordinaires qu'on utilise, et puis les ondes scalaires, qui correspondent un petit peu comme à l'ADN, elles sont sinusoïdales. Et ces ondes scalaires, elles guérissent, elles nous rendent à l'aise, elles peuvent nous guérir. Et ils ont beaucoup travaillé sur ces ondes scalaires, les Russes, et produit des objets qui peuvent guérir par ces ondes. Donc vraiment, ils ont une connaissance approfondie de la matière. Voilà. S'il te plaît, les ondes, Oui. tu peux répéter le mot, Scalaire. les ondes Scalaire. scalaires. Scalaire. S-C-A-L-A-I-R-E. Merci, scalaire. Ce n'est pas encore très connu, mais ça va l'être, à mon avis, très prochainement beaucoup. Parce que les scientifiques s'y intéressent de toutes parts. Et on peut obtenir beaucoup de choses sans utiliser trop de matière, justement, puisque les énergies actuellement deviennent rares, deviennent chères, et donc il va falloir fonctionner autrement. Et fonctionner autrement avec tout ce qui se passe dans le monde. Notre action dans le monde va devoir se produire autrement. Et donc, toute cette connaissance, déjà, nous prédispose à changer de registre et à opérer autrement, de manière beaucoup plus consciente au quotidien et à la minute. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est clair. C'est très Oui. intéressant ce partage. Parce qu'en fait, moi, je pensais beaucoup aux pensées en termes d'énergie, en fait, et de fréquence. Une fois où j'étais dans le sud de l'Inde, chez la sœur de Houma, il y avait une émission à la télé comme l'école des fans en France. Et tous les enfants, enfin la majorité des enfants avaient un trait noir sur la joue. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est? Et elle disait, parce qu'en Inde, on est convaincu que si quand on voit un enfant, parce qu'ils sont beaux, bien habillés à la télé, que les parents ont des pensées de convoitise, ah j'aimerais avoir un enfant comme ça. En fait, l'enfant, après, il tombe malade à cause de ses pensées de jalousie, d'envie. Alors ils mettent du col noir pour détourner l'attention. D'accord. Et j'ai l'impression que beaucoup de enfin moi, beaucoup quelque part de mes problèmes sont liés à toutes ces énergies-là qui sont vraiment polluantes et destructrices en fait. Tout à fait. Alors, normalement, on doit pouvoir se protéger aussi des énergies négatives, mais bon, tout le monde n'en est pas encore capable, et un enfant notamment, on ne sait pas encore faire, c'est sûr. Mais voilà, après, c'est les désirs des gens, c'est leur sanskar, on n'est pas maître de ça, on peut simplement apprendre à s'en protéger.
on peut comprendre le rôle que les âmes. C'est intéressant que la source a besoin d'âmes dans la matière pour pouvoir influencer la matière. Tout à fait. Hein? Une âme toute seule, même si c'est l'âme suprême, elle ne peut pas influencer directement la matière sans être elle-même dans la matière. Oui, c'est intéressant. Et c'est vraiment cette vibration que l'âme, disons, à travers ça, elle influence la matière à changer de vibration qui fait qu'il y a un changement et tout d'un coup, quand il y a assez d'âmes qui sont dans la bonne vibration, il y a un basculement quelque part, non? C'est ça. Et c'est tout ça se produit aussi parce que dans la matière, on produit une forme, comme tu le disais, Isnel, on nous voit, on est là, mais tout en voyant notre forme physique, si on a une vibration plus élevée, il se produit un effet différent. Donc, les personnes peuvent mesurer la différence entre un état d'esprit ordinaire et un autre état d'esprit plus raffiné. Alors que Dieu, tout le monde n'est pas capable de se tourner vers Dieu, ni n'en a envie du reste. Donc, il a besoin de nous, effectivement. Et nous, de notre côté, notre travail de yogi, je trouve que, enfin, avec cette réflexion, je trouve qu'il devient beaucoup plus facile. C'est facile. Et nous sommes tous comme un orchestre, nous avons tous chacun notre voix en plus, notre vibration propre. Et simplement en nous rebranchant le plus souvent possible sur cette vibration, ça va faire partie de nous-mêmes. C'est un peu comme ça que se créent les mémoires et les sanskars. Plus souvent je suis dans telle attitude, plus ça fait partie de ma personnalité. Plus souvent je me branche sur des pensées de gratitude. La gratitude est aussi une fréquence très élevée, comme l'amour. Plus je vais avoir une personnalité apte à apprécier tout ce qui se passe. Et donc, ce n'est pas inintéressant au point de vue du changement de personnalité aussi de se dire, si je me sens jaloux, si j'ai des envies, peut-être qu'il est intéressant de cultiver le contraire, donc la gratitude. Gratitude, ça veut dire apprécier, reconnaître la valeur de chaque instant, de chaque chose, tous les dons de la vie. Bon, c'est une idée qui devient très, très, très commune, très générale, le rôle de la gratitude. Mais ça nous empêche de descendre vibratoirement et c'est aussi une façon de rendre à la matière les services qu'elle nous donne. Moi, je n'avais pas tout à fait réalisé, mais très souvent, je suis assez rapide dans mes mouvements et je manipule une assiette ou un verre, le verre tombe et je fais des acrobaties pour le rattraper avant qu'il me tombe et se casse. Et j'y arrive. Et là, spontanément, je me suis mise à dire merci. Merci au verre. Merci de ne pas être tombé. Et je me dis que, bon, le verre, ce n'est pas une personne, mais quelque part, j'ai remercié la matière d'être restée intacte. Ça lui fait du bien à moi aussi. Et la gratitude, quelque part, c'est ça huile les rouages et ça nous met dans une tonalité vibratoire favorable, en fait. Et la vie devient beaucoup plus agréable parce qu'on reçoit plein de dons toute la journée en réalité. Quand tu parles du verre, ça me fait penser à l'eau et moto, les vibrations de l'eau. Ah oui, c'est juste. C'est ça. Et Moto et Benveniste ont beaucoup étudié, effectivement, on a tous vu les cristaux de l'eau quand on a des pensées d'amour ou des musiques de Mozart à côté. On voit la combinaison qui est très différente des pensées de je te déteste, tu es moche, etc. C'est évident. Mais je ne sais pas si on prend toujours le temps de faire le lien entre toutes les parcelles de connaissances que l'on a. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Il y a Emoto avec l'eau, mais l'eau, on est composé d'eau, nous. 10 ans vieillissant, plutôt 70% de notre corps est composé d'eau. Donc, c'est pareil, quand j'émets une pensée vibratoirement élevée, ça va aussi impacter tout mon organisme. Et ma bonne santé aussi. Donc, c'est moi que je sers d'abord, c'est mon corps que je sers d'abord. Et il y a beaucoup de personnes maintenant, des psys notamment, qui travaillent sur ces aspects-là,
et travailler l'espace des choses, parce que si la matière n'existe pas, si c'est nous qui la créons avec notre conscience, ça veut dire qu'à tout instant, il y a des espaces de construction ou de reconstruction. Les choses ne sont pas fixes et stables, les personnalités ne sont pas immuables, moi non plus. Et donc, il y a des espaces de transformation très faciles. C'est comme dans une pièce, il y a beaucoup d'objets, mais il y a de l'espace entre les objets, ils peuvent bouger. Il y a de l'espace entre les molécules de notre corps, elles bougent. Et dans l'espace, il peut se recréer un équilibre. Il peut y avoir un flux de vie qui est réintroduit, et le flux de la vie réintroduit la santé et le bien-être. Parce que tout ce qu'on vient de dire de la matière, c'est pareil pour notre corps. Donc voilà, tout est lié, tout est interdépendant et c'est fantastique de voir ça. Ça allège beaucoup. Ça rend responsable, mais d'une manière légère. Il n'y a pas de fardeau, pas de fardeau moral, il n'y a surtout pas de péché. Le péché, bon, ben, on sait tous, en grec, ça veut dire rater sa cible. Péché, ça veut dire j'ai raté ma cible et ma flèche est tombée au mauvais endroit. Je voulais juste être heureux, mais j'ai essayé de grappiller les richesses de mon voisin pour être heureux. Bah, je me suis trompée de cible. C'est pas comme ça qu'on devient heureux, quoi. Donc, il vaut mieux savoir comment fonctionne le bonheur pour ne pas se tromper. Voilà. Ok, ben, je te remercie, Léa. C'était vraiment très intéressant. Ça m'a vraiment plu, là, cette entrée dans, oui, même dans quelque chose que je ne voyais pas avec une telle profondeur, je ne l'avais pas en considération tel que tu l'as décrit. Et peut-être si tout le monde est d'accord, on peut méditer sur, je vous passe une vidéo et on reste un moment en méditation ensemble. Yes. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous, ça m'a fait plaisir de vous revoir. D'aller en Suisse gratuitement et légèrement. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci, Léa. Je m'excuse, mais pourquoi on t'appelle Léa? Moi, je te connais comme Monique. Oui, tout à fait. Mais quand j'ai écrit mon livre, j'ai voulu changer de nom pour des raisons professionnelles et aussi parce que vibratoirement, Monique, ça me suffit, c'est fini. Ah, d'accord. J'ai adopté ce nom et maintenant, je préfère l'adopter lorsque je fais des programmes publics. Parce que c'est différent de l'autre et puis parce que, voilà, c'est un peu un pseudo. Ok, merci. Donc, Léa, alors peut-être que j'arrive un peu comme la grêle après les vendanges, mais quel est ton livre? Je ne sais pas. Ça s'appelle « Le secret d'un esprit optimiste ». Dites encore une fois. Le secret d'un esprit optimiste. OK. Il est traduit en anglais. All right. En anglais. Et il s'est trouvé, en tout cas, avant le Covid, il se trouvait à Madouban. Sinon, il se trouve sur Amazon et sinon, vous pouvez le commander ici, ça coûte pas très cher. Et c'est pas un bouquin sur le Raja Yoga, c'est un peu le fruit de mon parcours pour montrer comment on arrive naturellement à percevoir la réalité de manière différente. Ça s'adresse à tout le monde. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Léa. Entrez, princesse.
Merci beaucoup, Léa. Merci à tout le monde. Luca, est-ce que ce sera possible d'avoir aussi cet enregistrement? Je vais recevoir un lien Zoom que je peux vous envoyer et vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Vous devez juste me dire qui veulent, vous m'écrivez, et puis un email, et puis je vous envoie le lien. D'accord, merci. Ok, au revoir. Bonne soirée. À la prochaine. revoir, Au revoir. Ciao. À la prochaine, hein. Encore une fois. Prochaine. Oui, c'est ça. Reviens, Oui, reviens. nous. Ok. Ciao, ciao. Gérard, tu es sur ton bateau? Super. Ok.